Dans cet épisode du balado compte complet. Et j'ai bien aimé une suggestion que tu as déjà fait. Peut-être que c'est la balle qu'on devrait modifier. Oui. Mais encore là, j'ai évidemment soumis cette hypothèse. Je ne suis pas le seul à le penser. Mais attention aux effets pervers auxquels on ne songe pas. Là, parce qu'il va y en avoir. Au jeu! Deuxième prise, compte complet. Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à compte complet, notre balado qu'on vous présente à chaque semaine à Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Et en ce début de semaine, Mark, la plus grosse nouvelle, c'est la fracture à une main subie par Mookie Betts des Dodgers de Los Angeles. Même les Dodgers ont admis là, que c'était... quand c'est dans une victoire là, des Dodgers qui ont remporté leur série contre les Royals, on se serait passé de cette victoire pour avoir un Mookie Betts au cours des prochaines semaines. Marc, tu peux pas remplacer un Mookie Betts. Là. Les Dodgers, on le sait, carburent avec leurs 3 premiers frappeurs. On peut ajouter Will Smith et Oscar Hernandez, là, mais quand même, écoute, c'est un coup qui pourrait faire mal aux Dodgers. Ben, surtout que ça vient le lendemain d'une autre mauvaise nouvelle, alors que Yamamoto a eu des problèmes avec son bras, donc lui aussi placé sur la liste des joueurs blessés. Alors c'est quand même 2 durs coups pour les Dodgers, mais Mookie Betts, effectivement, parce que là, tu le remplaces... il y a des gars qui peuvent le remplacer en défense. Mais comment tu peux remplacer un Mookie Betts comme premier frappeur du rôle avec, évidemment, toute son efficacité? Ça, c'est pratiquement impossible de le faire. Alors, là, ça fait quelques pertes importantes pour des équipes de pointe. Là, je parle des Braves, je parle évidemment des Dodgers. Les Phillies se sont pas trop ennuyés de Trey Turner, malgré qu'il va revenir au jeu cette semaine. Alors, je suis pas sûr que ça va être la même situation avec les Dodgers avec cette perte de Mookie Betts. Edmundo Sosa qui a fait un travail remarquable avec les Phillies. On n'en a pas d'Edmundo Sosa chez les Dodgers actuellement. Alors, malgré parfois des équipes qui ont les moyens, Alain, il y a des défis énormes. Et là, je ne sais pas si on va décider d'y aller du côté des transactions. Parce que, tu sais, Gavin Locke, c'est pas parti encore. C'est un peu pour ça qu'on était chercher Kevin Biggio. Chris Taylor n'a pas non plus démarré. Alors, ça fait quand même, tu sais, beaucoup tôt. Parce que tu parlais, des 5 frappeurs importants des Dodgers. Le problème, c'est les 3 derniers, souvent, qui ont fait défaut. Puis là, si tu perds un de ton fameux trio 1, 2, 3, là, c'est sûr qu'il va avoir... on va ressentir les effets de ça. Heureusement, les Dodgers se sont quand même donné une avance confortable, Alain, mais on sait que ça peut rapidement diminuer cette avance. Ben écoute, justement, est-ce que cette avance-là, Marc, fait en sorte que les Dodgers vont être plus patients? Est-ce que Outman pourrait être appelé, puis on va tenter de tempérer les choses en attendant, ou si tu penses qu'on va être plus proactif? Moi, je pense que c'est sûr qu'on va être patient, parce que, tu sais, je veux dire, demain matin, là, t'appelles, t'es directeur général des Dodgers, t'appelles une équipe, c'est sûr qu'ils vont t'attendre, là, tu comprends? Bon, OK, Betts, tu l'as perdu, si tu veux un de mes joueurs, il va coûter cher. Ouais. Fait que moi, je pense qu'effectivement, on va être un peu patient dans ce cas-ci. Mais bon, tout va dépendre évidemment des prochaines séries, comment ça va aller, quelle sera la durée de l'absence aussi de Mookie Betts, parce que oui, c'est fracture, mais il n'a pas à subir de chirurgie, d'opération. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle dans cette mauvaise nouvelle-là. Donc, peut-être que son absence ne sera pas si prolongée que ça, là. Ouais, j'ai hâte de voir de toute façon qu'on va réagir. En tout cas, moi, je pense qu'Hartman va être appelé. Peut-être qu'il va bien au niveau 3A. Exact. Donc, écoute, c'est une option, mais on a le luxe d'avoir une bonne avance là, dans l'Ouest. Marc, les Blue Jays de Toronto, c'est pas un virage complet, jeunesse, mais on a donné de la place à des jeunes. Bon, Schneider va commencer à jouer plus régulièrement. Horwitz et Barger prennent plus de place. Ça n'a pas été une mauvaise semaine pour les Blue Jays de Toronto. On a quand même gagné la série contre les Guardians de Cleveland en fin de semaine. Donc, sauf que
Écoute, dans la Ligue américaine, c'est moins serré là, pour les équipes repêchées. Il y a 3 équipes qui semblent se démarquer. Je sais pas de la façon dont tu vois les choses, Marc, mais bon, est-ce qu'on est en train d'entreprendre le virage chez les Dodgers? C'est dur à suivre. Pas chez les Dodgers, chez les Blue Jays. Oui, j'avais compris, là, mais c'est dur à suivre, Alain. Tu sais, je veux dire, on a hésité longtemps, on a donné toutes les chances au monde à Springer, rappelle-toi, comme premier frappeur. Puis là, finalement, on avait décidé de le descendre un peu. Puis là, Turner, qui avait eu un très bon, 10-12 premiers matchs, a été très difficile par la suite. On a jonglé après ça avec Schneider au premier rang. Lorsqu'on a rappelé Horwitz, on l'a inséré au premier rang du rôle. On cherche par tous les moyens de créer une étincelle puis de provoquer des choses afin de marquer davantage de points. Moi, ce qui me fait rire cette semaine, c'est que c'est pas juste un, mais bien 2, puis je pense même 3 lanceurs partants des Blue Jays qui ont dit la même chose finalement. Et ils ont dit, il faut être parfait. On n'a pas le choix, là, comme lanceur, il faut être parfait, parce que si on n'est pas parfait, nos chances de gagner sont à peu près nulles. C'est un message quand même assez clair, là, que l'attaque ne produit pas. Ça produit davantage, mais c'est difficile de savoir où est-ce qu'ils s'en vont, les Blue Jays. Parce que, tu sais, Horwitz, oui, est un bon prospect. C'est un joueur qui a été repêché très tardivement. A fait de l'excellent travail au niveau 3A. C'était pas nécessairement un prospect de premier plan là, au cours des dernières années, mais force est d'admettre que, regarde, le gars mérite sa place là. Moi, j'aime la vie que ces jeunes-là amènent. Tu sais, il y a une énergie qui est différente. Et je regarde Springer, là, on sait plus quoi faire avec. On est pris encore pendant 2 ans avec un lourd contrat. Son élan clairement ralenti. C'est beaucoup moins rapide que c'était. Le taux de contact d'aplomb, Alain, est inexistant, ou en fait presque nul. Ça devient lourd. Alors là, est-ce que tu fais frapper Springer 8-9e, là, à un moment donné, dans le rôle offensif? Parce que, tu sais, cette nuit, mais écoute, moi, j'haïs pas ce que je vois donc de cette énergie des jeunes joueurs. Je me demande juste si c'est suffisant. Tu sais, si c'est suffisant pour... Bon, là, on est à 4 matchs et demi d'une place en série. Donc, on n'est pas si loin. Mais je ne sais pas si ces jeunes-là ont quand même le bagage nécessaire pour supporter une attaque, ou en fait supporter les lanceurs actuellement des Blue Jays, parce que tu sais, on peut pas être parfait à chaque départ là, du côté des partants des Jays. Alors, je trouve qu'on se retrouve dans je dirais pas un cul-de-sac, mais ça devient un petit peu difficile exactement où on va s'en aller, parce que les options sont pas énormes. Alain, on n'a pas beaucoup de joueurs à échanger. Puis on est pris avec des vétérans qui produisent pas. Bon, tu fais quoi avec ça, Marc? Moi, je l'ai mentionné dans le cas des Blue Jays, ça passe par Guerrero qui a une moyenne de puissance de 500. Il n'est pas là encore. Ça passe par une production meilleure de Bichette. On ne l'a pas. Tu sais, je veux dire, on peut parler de Springer tant qu'on veut, on peut parler de Kiermaier tant qu'on veut, on peut parler de Turner tant qu'on veut. Mais je sais que ça va mieux pour Guerrero, mais la puissance n'est pas là où elle est supposée d'être. Puis je veux pas mettre tout ça sur son dos parce qu'effectivement, ça prend de l'aide. Moi, je pense que ça prend... oui, les recrues donnent une énergie, mais tu n'auras pas le choix, Marc, ça va passer par les vétérans. Et tu sais, tu parlais de Springer. Si on réserve le même traitement à Springer qu'on a réservé à José Abreu à Houston, je regardais ça, là, ça va coûter au-dessus de 60 millions de dollars aux Blue Jays de Toronto, si on fait ça à mi-saison cette année. Bon, donc on le fera pas. L'organisation est pas, je suis convaincu, est pas prête à verser un 60 millions pour rien, même si les Astros ont décidé de se libérer du contrat de José Abreu. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est tenter de l'échanger puis de payer la moitié de ce montant-là. Ça pourrait peut-être se faire. Là, on diminue en tout cas de moitié cette dépense-là. Mais t'as raison, tu sais, puis longtemps, j'allais mentionner, tu sais, ça passe beaucoup par Vlad, et même si Vlad, effectivement, son taux de contact est bon, mais il n'y a pas d'ajustement qui se fait pour faire vivre la balle un petit peu plus dans les airs. Écoute, il s'en va vers une saison de 15 coups de circuit, là, en fait, entre 15 et 20. Là. C'est nettement insuffisant pour une équipe qui... tu sais, il y a un minimum, Alain, que tu dois aller chercher en termes de puissance. Il y a un minimum, là, à un moment donné, si tu veux être une équipe qui aspire à une place en série. On l'a pas, cette puissance-là. C'est correct de fabriquer des points. J'aime ce type de baseball-là. Mais il y a un minimum à aller chercher à un certain moment donné. Écoute, tu sais, Alain, on est un petit peu à la croisée des chemins. Vlad a quand même une certaine valeur compte tenu du fait qu'il est sous contrat encore
En fait, qui est pas admissible comme agent libre encore pendant 1 an et demi. Même chose dans le cas de Bichette. Alors, c'est l'éternelle question qui revient. Qu'est-ce qu'on fait là avec ces gars-là? Alors, très, très, très. Moi, là, je voudrais pas être dans les souliers de cette organisation-là à diriger ça en ce moment parce que je sais pas. Il y en a pas une tonne d'options présentement. Je suis pas sûr que la valeur de Vlad est si énorme que ça. Je suis pas sûr que la valeur de Bichette est si énorme. C'est pas mauvais, là, mais qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'en retour, par exemple, d'un de ces deux joueurs-là, est-ce qu'on peut redémarrer un cycle qui va permettre à tout le monde d'avoir un peu d'espoir? Je suis pas certain. Écoute, Marc, on va regarder un petit peu ce qui se passe chez les Blue Jays, mais par la bande, là, je vais t'envoyer une petite courbe parce qu'il y a une demande pour les lanceurs partants. Je regarde, Yamamoto avec les Dodgers, t'en as parlé tantôt. Chez les Orioles de Baltimore, le Bradish, ça regarde pas bien. Encore des malaises au coude, lui qui a pas commencé l'année, presque pas lancé cette année. Verlander qui a vu son départ être repoussé. Quelles sont les intentions des Astros de Houston? Il y a Wicks avec les Cubs de Chicago. Son retour n'a pas duré très très longtemps. Les Brewers n'ont pas beaucoup de profondeur. Et là, j'y vais d'une hypothèse, Marc. Les Blue Jays, s'ils décident d'échanger, de procéder à des transactions, est-ce qu'on pourrait y aller aussi avec un lanceur partant? Puis on parle des vétérans et dire à l'équipe qui veut un partant, vous prenez Sprayer aussi. Est-ce qu'on pourrait passer par là, Marc? Ça s'est vu dans le passé. Écoute, effectivement, parce que souvent, lorsque tu décides de faire si tu veux faire une transaction majeure pour secouer un peu tout ça, t'as pas le choix d'en donner un peu. Puis là, tu regardes la force de l'équipe, c'est au niveau des lanceurs partants. En fait, il y en a pas une tonne, mais ceux qui sont là, font un travail très honnête. Alors, absolument qu'on peut effectuer une transaction. Mais par exemple, si tu fais une transaction importante, tu as mentionné les Brewers. Mais les Brewers, c'est quand même fragile, selon moi, leur avance dans cette division-là. Est-ce que tu es prêt à céder je dis n'importe quoi, là. Est-ce que tu es prêt à céder un Willy Adames, par exemple? Non. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas chercher qui va te permettre, si tu donnes un Gausman ou tu donnes faut que tu aies quelque chose en retour. Les Dodgers, probablement, qui seraient un peu plus impliqués à ce niveau-là. Si jamais la blessure à Yamamoto s'étire, parce que là, il y a le retour probable de Kershaw qui s'en vient. Est-ce que ça peut combler? Peut-être, peut-être pas. Alors, il y a bien des choses à considérer dans tout ça, là. Oui, Bobby Miller revient cette semaine, là, pour les Dodgers et Kershaw après le match des étoiles, croit-on. Mais on est presque certain chez les Dodgers qu'il va lancer cette année. Mais Marc, c'est sûr que, si tu ajoutes un Springer, Marc, tu ajoutes un salaire, les Brewers, c'est pas, potentiellement, c'est pas le genre d'équipe là, qui va aller chercher un salaire là, pour obtenir un lanceur partant. Là, ça va prendre un plus gros marché. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que les Dodgers, c'est pour ça que je te disais que les Dodgers étaient peut-être l'équipe, si on va dans cette direction-là, effectivement. Mais c'est sûr qu'on discute, Alain. Il n'y a aucun doute là, qu'il y a des discussions présentement. On jongle avec toutes les possibilités. Et tu as raison de mentionner, est-ce qu'on est capable... Le seul problème, c'est que si tu impliques Springer dans une possible transaction, là, c'est que ton retour va être moindre. Oui, c'est sûr. Je veux dire, donne-moi Springer, je paye la moitié, je prends Springer pendant 2 ans, mais 2 ans de Springer, c'est 30 millions, c'est 15 millions par année, là. C'est lourd à prendre. C'est très, très lourd à prendre, puis je suis pas sûr qu'on va aller dans cette direction-là pour la majorité des équipes. Alors, c'est pour ça que les Dodgers, peut-être les Braves, pourraient aller dans cette direction-là. Oui, mais encore faut-il qu'il y ait des signes prometteurs, on n'en voit pas beaucoup, là, du côté de George Springer. Ce qui nous amène, Marc, à la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. On fait quoi avec les vétérans des Blue Jays de Toronto? Et là, considérant évidemment l'aspect financier, où sont les Blue Jays? Bref, il y a beaucoup de données à ajouter dans cette équation-là. Donc, on vous invite à vous exprimer. Envoyez vos commentaires sur cette question sur Facebook, facebook.com/compte complet balado. Vous pouvez aller sur notre site internet également, compte complet. On sait déjà, on vous a donné quelques pistes. C'est pas si facile que ça en a l'air là, comme dossier. Du côté de Houston, on l'a fait avec José Abreu. On n'a pas l'habitude de jeter notre argent par des fenêtres du côté des Astros de Houston, mais il n'y avait vraiment aucune production de ce côté. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez les Blue Jays de Toronto? On se croise les doigts,
On essaie de l'envoyer dans une transaction avec un autre joueur. On le libère et on se bouche le nez avec un 60 millions dans le trou. C'est beaucoup d'argent. Comme je le mentionnais, c'est pas facile de répondre à cette question. On vous invite à le faire. Allez, je rappelle aux gens qui nous regardent ou nous écoutent, évidemment que notre partenaire principal, Plan de Match, c'est la boutique de baseball et d'entraînement, parce qu'évidemment, il y a des cages de frappeurs. J'y suis d'ailleurs présentement. Si d'ailleurs vous voulez vous procurer la casquette compte complet, il y en a de disponible ici à Plan de Match ou la boutique en ligne. Alors, c'est à Boucherville. Meilleur endroit pour s'équiper en baseball, je vous le propose évidemment fortement. Et je vous rappelle, Alain l'a mentionné tout à l'heure, mais notre site internet comptecomplet.com pour savoir où nous écouter, où nous regarder, ou toute information sur ce balado. Marc, l'an passé, il y avait toute une commotion autour de Luis Arraez qui frappait pour 400 là, avec plusieurs semaines dans la saison. J'aimerais ça qu'on parle de Steven Kwan parce que là, ce lundi matin, il frappe pour 398 après un match de 4 coups sûrs ce dimanche contre les Blue Jays de Toronto. Il y en a beaucoup qui ont comparé les deux. C'est pas le même genre de joueur, pas la même position au bâton, mais ils ont deux choses en commun, Marc. La vitesse du bâton, c'est pas parmi les plus élevés du baseball majeur, mais on a un haut taux de contact. Exact. En fait, non seulement c'est pas parmi les plus élevés, c'est parmi les moins élevés. Oui. Mais la coordination main-œil, le taux de contact, je vais même parler du QI baseball, on en a déjà parlé un peu, mais ces gars-là, ce type de joueurs-là, selon moi, ça l'en prend un petit peu plus dans le baseball, parce que ça vient compléter. Je sais que la puissance fait foi de tout. Là, on a bien l'impression, puis on veut regarder les gars qui est 6'2", puis 2'10", qui frappent des balles à 450 pieds. Je sais que c'est spectaculaire, mais j'aime voir ce genre de gars-là. C'est achalant. Demandez à n'importe quel lanceur. C'est fatigant d'affronter des gars de même. C'est des longues présences. C'est beaucoup de balles fausses. Ils sont constamment sur les sentiers. Donc, le lanceur est constamment dans une motion arrêtée. Et Kwan le fait à la perfection. Tu vois ce gars-là, t'as l'impression qu'il y a un trou au champ centre gauche. Il va frapper la balle au champ centre gauche. T'as l'impression que on triche un petit peu plus à gauche, on a l'impression qu'il est capable de tirer la balle. C'est un phénomène. Mais il y en a plus qu'on pense de ces joueurs-là. C'est juste qu'on leur donne pas souvent la chance de s'exprimer. Et là, je trouve ça bien le fun d'avoir un Kwan. Dès qu'il est arrivé dans le baseball majeur, on savait qu'il était un peu spécial à ce niveau-là, mais là, il amène ça à un autre niveau. Tu l'as dit, on est quand même rendu passé la mi-juin et ce gars-là, il frappe pour encore près de 400 dans une équipe gagnante. Là, c'est pas qu'il est en train de se faire son petit spectacle dans une équipe qui ne gagne pas. Alors, je lève mon chapeau. Un MPP, Alain, au-dessus de 1000 aussi, là, soit dit en passant, pour Steven Kwan. Là. Oui, écoute, je regardais son cheminement dans le baseball. Lui est allé à Oregon State. Ouais. Donc, c'est quand même une université plutôt réputée, qui a gagné encore en notoriété là, depuis 5-6 ans. Repêché 5e ronde en 2018. Je regardais, ce qui m'a impressionné, Marc, c'est que dans l'ensemble de sa carrière professionnelle, il y a plus de buts sur balle que de retraits sur des prises. C'est pour des frappeurs de qualité, il n'y en a pas beaucoup qui ont ce profil. C'est pour ça. Puis tu sais pourquoi il est repêché en 5e ronde en passant, là, c'est sa taille et son style. Alors, tu comprends, là, parce qu'en termes de talent, en termes de connaissance baseball, en termes d'intelligence baseball, ce gars-là aurait dû être un choix de première ronde, selon moi. Mais bon, on sait ce que c'est, là, maintenant, dans le baseball. Mais c'est ça, tu sais, je parle de fameuse coordination main-œil, de mettre le baril sur la balle. C'est un art de faire ça. Tu vas me dire que c'est un art aussi de frapper des bombes à 450 pieds, là. Mais c'est un art de frapper des balles comme ces gars-là le font. Tu as parlé d'Arraez tantôt, c'est une belle comparaison. Mais moi, j'ai toujours pensé une bonne équipe, là, tu me demandes une formation là, partante, 9 frappeurs, là, c'est quoi les styles? Moi, j'en prendrais une couple de ces gars-là dans ma formation. Tu sais, j'en mettrais un dans le haut, puis un autre dans le bas, là, puis là, tu sais, puis après ça, tu fais un mix, évidemment, de joueurs qui ont un peu de puissance, puis de, présence sur les buts, mais moi, je pense que c'est ce genre de choses que j'aime voir parce que ça pourrait allumer les organisations à dire, hey, il y en a d'autres de ces joueurs-là présentement qui pourraient être disponibles. Je parle au niveau universitaire ou même au niveau professionnel mineur. Puis il faut donner la chance à ces gars-là.
Tu sais, moi, j'aime bien vu voir un Kwon frapper des solides simples par-dessus l'arrêt court, par-dessus le deuxième but, et tirer un simple en double, frapper des balles de même, que de voir un gars, retirer 3 fois au bâton dans la journée, puis finalement, il frappe un solide double contre la clôture. C'est super, là. Mais moi, comme amateur, j'aimerais mieux voir un Steven Kwon. Bon, Marc, on l'a mentionné à quelques reprises dans nos balados, surtout l'année passée, que Cleveland avait une façon de faire qui est un peu différente. Dans la façon dont on forme nos lanceurs, la façon dont on a repêché ces dernières années, c'est clair. Tu regardes l'ensemble de l'équipe, ce sont tous des joueurs qui peuvent courir, athlétiques. Peut-être une exception avec Josh Naylor, mais ça c'est puis il joue au premier but. Donc, de ce côté-là, bon, ben, tu regardes dans l'ensemble, ce sont tous des joueurs qui ont de bonnes qualités athlétiques, tellement qu'on en a échangé un, Marc, l'année passée. Tu te rappelles, Will Benson, il n'y avait pas de place pour lui, donc il est rendu à Cincinnati. Ce qui m'amène, Marc, à une décision qui a été prise par le baseball majeur. C'est la 2e année qu'on a interdit l'utilisation des défenses adaptées. On peut les adapter, mais on a restreint la façon dont on peut le faire. Moi, je n'étais pas d'accord avec cette façon de faire au départ. Et moi, je t'en ai parlé il y a 2 semaines, Marc. J'ai dit, faudrait qu'on revienne là-dessus. Parce que cette décision-là, tu parles de Steven Kwon et tu aimerais en voir plus. Ben, la décision du baseball majeur de ne pas laisser libre cours aux défenses fait en sorte qu'on favorise les Kyle Schwarber. On favorise les frappeurs de puissance du côté gauche, les Joey Gallo. On peut en nommer quelques-uns, là, des frappeurs gauchers de ce genre-là. Ça n'a pas changé beaucoup leur moyenne au bâton, là, qui n'est pas très, très élevé dans la plupart des cas. Dans le cas de Gallo, ça ne change absolument rien. Là, frappe dans le vide encore très, très souvent. Mais ce sont souvent, Marc, des effets pervers qu'on n'a pas prévus. Et on l'avait dit, Marc, on a puni des équipes qui repêchaient en fonction du fait qu'on avait des défenses adaptées davantage et qu'on voulait les contrer avec des gars comme Steven Kwon, avec des gars comme Jimenez, avec d'autres joueurs qui frappent un peu partout. Brennan le fait notamment. Et écoute, pour avoir plus de Steven Kwon, je me demande si on ne devrait pas encore revenir et cesser la limitation de ces défenses adaptées. Parce que là, ce qu'on dit aux équipes, ben repêchez-en des Kyle Schwarber, puis des Steven Kwon va peut-être en avoir moins. Ben, oui et non, Alain. Oui et non, parce que, tu l'as dit premièrement, hein, on n'a pas vu de grande différence dans la moyenne au bâton, que ce soit des Rizzo ou Schwarber et compagnie. Là, je pense pas que ça a ouvert le jeu tant que ça. Mais tu l'as également mentionné, c'est que ces défenses adaptées-là, on les pousse à la limite. Hein. Tu vois souvent un joueur d'arrêt court qui est vraiment là, posté là, à moins d'1 mètre du coussin, puis la balle est frappée, il va passer à travers le deuxième coussin, ou en fait le dépasser. Bon, fait que je suis pas certain, Alain, de l'impact que ça a eu cette nouvelle règle-là, et à l'inverse, l'impact que ça a eu sur le développement des joueurs de type comme Steven Kwon, parce que oui, je suis d'accord que la prise de décision a été pour ouvrir le jeu, mais clairement, ça n'a pas donné, c'est pas ça. Tu sais, je veux dire, regarde, le fameux MPP là, arrive à peine à 700, donc on peut pas dire là, que ça a vraiment augmenté le style. En tout cas, moi, si j'étais une organisation qui... et tu as raison aussi de mentionner que c'était une forme de punition, effectivement, de dire que aux organisations qui étaient en train de développer des frappeurs qui frappent à tous les champs, parce que le développement a commencé il y a plusieurs années, puis là, on arrivait à maturité de tout ça. Mais moi, si j'étais une organisation qui prônait ça, je continuerais. Tu sais, je poursuivrais dans cette lignée-là, parce que bon, oui, comme tu l'as dit, on est capable d'adapter ou d'étirer le règlement le plus loin possible. Ça ouvre quand même le terrain à ces gars-là, Alain. Tu sais, je suis d'accord avec toi. C'était pas pour les bonnes raisons qu'on l'a fait, mais je pense qu'on est quand même capable de voir des joueurs comme Kwon exceller sans être punis à ce niveau-là. C'est une règle que lorsqu'on l'a instaurée, je suis pas sûr qu'on a pensé ben loin des résultats. Tu sais, en fait, il y avait rien de sûr, là. C'est pas une science exacte. Et là, on s'aperçoit que ça a fait couler beaucoup d'encre pour pas grand-chose. Et ça a enlevé peut-être un peu de frustration chez les partisans de voir un joueur à l'entre-champ attraper une balle, alors que c'est le fun de voir une balle frapper à l'entre-champ puis voir 3-4 joueurs tenter d'attraper une balle. Mais tu sais, c'est ça. Fait que
Tout ça pour dire que j'ai l'impression, en tout cas moi, si j'étais Cleveland ou les organisations qui travaillaient fort en ce sens, ben de poursuivre, puis ça va être payant tantôt, malgré le fait qu'on a décidé de limiter ces défenses adaptées-là. Oui. Ben écoute, Marc, l'excuse qu'on avait trouvée, c'est qu'on voulait voir augmenter la moyenne au bâton. La moyenne au bâton, Marc, c'est 2,42 la dernière année avant la décision qui a été prise par le baseball majeur. On est en bas de 2,40 présentement. Alors, ça n'a pas changé grand-chose. Non. Il y a des règles qui ont changé bien des choses, Alain, mais celle-là là, était inutile. Ouais. Mais encore une fois, on essaie des choses, essai-erreur. Dans ce cas-ci, je pense pas que c'est une erreur, mais c'est nettement non concluant. Oui. Bon, c'est Marc, le moment d'y aller pour la carte de la semaine. On a une belle petite surprise pour vous cette semaine, puisqu'on y va avec Mickey Mantle, la carte de la semaine qui est une présentation de carte-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Mickey Mantle, on parle de 1957. Marc, ça veut dire que c'est l'année qui a suivi sa conquête de la triple couronne avec les Yankees de New York. La carte Topps numéro 95 et au verso Topps en 1952. Là, on revient 5 ans un peu plus tôt. En début de carrière, on a commencé à avoir des statistiques de l'année précédente. Donc, dans les années 50 que ça a commencé, l'accès aux statistiques se faisait rare sur des cartes. Donc, en 57, des statistiques complètes des joueurs. Ça inclut les totaux en carrière vont être incluses dans les cartes. Il y a des fameuses caricatures. Tu te rappelles, Marc, en arrière, là, avec la petite bulle, là, avec on avait ça. Bon, c'est revenu, ça avait disparu dans les années 80. C'est revenu. Et pour les collectionneurs, Marc, Mickey Mantle, bon, compte tenu des cartes, des popularités, dans le cas de Joe DiMaggio, il n'y en avait pas autant, Babe Ruth non plus. Mais Babe Ruth, enfin, été la première véritable vedette du début de l'implosion de l'industrie des cartes de baseball. Donc, les cartes de Mickey Mantle demeurent parmi les plus courues aujourd'hui par les collectionneurs. Puis, Marc, je veux juste ajouter quelque chose. Je t'ai mentionné qu'il avait gagné la triple couronne. Ben, l'année d'après, il n'y a pas eu de mauvaise saison, Mickey Mantle. OK? Bon, l'année qu'il a gagné la triple couronne, il a dominé pour la moyenne au bâton, nombre de coups de circuit, nombre de points produits, avec un MPP de 1169. L'année suivante, son MPP a été encore meilleur, donc 1177. Mais tiens-toi bien, parce qu'il n'avait pas gagné la triple couronne, ben les Yankees lui ont offert une diminution de salaire. Ouais, ben écoute, autre temps, hein? Oui, absolument. Mais Alain, es-tu en train de me dire que avant les années 50, autrement dit, est-ce que les statistiques étaient si importantes si on ne les plaçait même pas derrière la carte de baseball, ou c'est là que les statistiques ont commencé à prendre de l'importance? Ben écoute, non, les statistiques étaient quand même importantes là, quand il venait des négociations de contrat. Je comprends, là. C'est juste que, bon, sur les cartes de baseball, on était quand même au début de l'industrie, de l'explosion, si tu veux, des cartes. Donc, il y a eu des essais-erreurs avec tout ça. Et à un moment donné, bon, on a incorporé des chiffres, on a incorporé ci, on a incorporé ça. Tu sais, c'était, à un moment donné, juste des portraits. À un moment donné, on les a vus en action. Donc, tout ça a évolué au fil du temps. Et évidemment, il y a eu des essais-erreurs. On s'est rendu compte que les statistiques, c'était important. Donc, on les a éventuellement incorporés. Mais tout ça, c'est pas fait d'un coup, là. Donc, je comprends. Mais Alain, parlant de statistiques, là, je sais qu'on parle beaucoup de statistiques avancées dans nos reportages. T'es un des... t'aimes beaucoup, évidemment, la portée de ces statistiques-là. Ça a changé même le baseball. On vous propose, Alain, ce jeudi, on va vous proposer une émission spéciale. C'est compte complet extra. Et Alain va vous expliquer, et même un peu moins, là, on va vous expliquer, les statistiques, évidemment, qu'on connaît bien, mais quelle est l'évolution des statistiques et pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, les statistiques avancées aujourd'hui, que par exemple le MPP plus. On va clarifier vraiment des choses comme ça dans un balado, donc tout spécial,
balado compte complet extra qui va être présenté ce jeudi. Donc, on va passer un bon 40-45 minutes à vous expliquer ces statistiques avancées. Alain va nous expliquer ça clairement pour qu'on comprenne ça et que la prochaine fois qu'on regarde un match de baseball à la télévision puis on voit des statistiques apparaître, on va les comprendre. Oui, puis Marc, juste ajouter aussi là, que ça va nous permettre de comprendre pourquoi certaines stratégies ont été laissées plus de côté au cours des dernières années. Je ne dis pas qu'on est d'accord avec ce fait-là. D'ailleurs, Marc aura l'occasion d'élaborer là-dessus. Mais je pense que ce balado pourra mettre en contexte un petit peu tous les changements qu'il y a eu au niveau stratégique aussi dans le baseball majeur au cours des dernières années. C'est maintenant le moment de notre segment Baseball Québec. Et dans ce segment, Alain, on va souligner quand même 2 exploits par des gars du Québec, évidemment. Russell Martin a été intronisé au temple de la renommée du baseball canadien. Alors, écoute, Russell Martin, Alain, tu le sais, a connu une carrière exceptionnelle. Il a été très émotif lorsqu'il a reçu le prix. C'est pas un gars qui parle beaucoup, c'est pas un gars qui aime s'exprimer en public, mais évidemment, il a connu une carrière exceptionnelle. Lui qui est passé par les Junior College avant de se retrouver, évidemment, signé dans l'organisation des Dodgers. Il a agi comme receveur pour Éric Gagné, alors qu'Éric était à sa dernière année avec les Dodgers à ce moment-là. Brillante carrière donc pour Russell Martin. Et je suis content, moi, que le temple de la renommée du baseball canadien à St. Mary's en Ontario a souligné cet exploit. Je sais pas, Alain, ton bon souvenir sur Russell Martin? Écoute, c'est qu'il est arrivé à un moment où la plupart des Québécois, c'était des lanceurs. Ouais. Et Russell un petit peu changé ça à un point tel que maintenant on cherche des lanceurs au Québec. Je ne sais pas si c'est l'impact de Russell Martin, mais toujours est-il qu'il a brisé un petit peu là, cette image qu'on avait des athlètes québécois qui étaient dans le baseball, là, qui étaient principalement des lanceurs. Et écoute, moi, c'est chapeau. Il a profité de sa chance quand il l'a eu avec les Dodgers, plutôt que prévu en raison d'une blessure. Puis c'est un gars qui a eu une très, très belle carrière. Et c'est le mot gagnant qui revient. Regarde les équipes avec qui il a joué. Il a gagné partout. Ouais. Même avec les Pirates de Pittsburgh. Les Pirates n'ont pas gagné souvent là, depuis l'époque de Barry Bonds. Mais Russell Martin a été un rouage extrêmement important de cette équipe-là des Pirates de Pittsburgh qui a réussi à faire les séries 3 années de suite. Donc, moi, ce sont ces 2 aspects-là de Russell Martin là, qui me viennent en tête. Et j'ajouterais, Alain, que les moyennes de points mérités, parce qu'il y a quand même, il faut faire le lien entre un receveur parfois et la moyenne de points mérités globale de l'équipe, évidemment, parce que le receveur agit. Mm-hmm. Et à chaque fois qu'il est arrivé dans une organisation, les Dodgers, évidemment, les Yankees, les Pirates et les Blue Jays, à chaque fois, la moyenne de points mérités diminuait. Alors, c'est sûr qu'il y avait un lien à faire. Alors, bravo donc à Russell Martin. Et l'autre, c'est Patrick Scalabrini, le gérant des Capitals de Québec. Patrick, qui a joué du baseball professionnel, s'est retrouvé même comme joueur avec les Capitals, devenu gérant depuis de nombreuses années. Et ce dimanche dernier, en fait, il a remporté une 700e victoire à titre de gérant. Alors, c'est toute une stabilité, celle de l'organisation des Capitals de Québec, mais faut pas oublier que le travail de Patrick, c'est pas juste de gérer des matchs. Hein, c'est les ligues indépendantes, c'est d'aller chercher des joueurs, de les mettre sous contrat. Si ça va pas, de les remercier, puis d'aller en chercher d'autres. Donc, il y a un gros travail derrière ce qui se passe dans l'abri. 700 victoires, 7 championnats au cours de sa carrière jusqu'ici. Alors, si on parle d'un des entraîneurs les plus doués en termes baseball qui provient du Québec, certes, il faut penser à Patrick Scalabrini. Oui, bravo Patrick. Écoute, d'être aussi longtemps au sein d'une équipe indépendante, là, je pense que ça témoigne de la solidité non seulement du travail de Patrick, mais de toute l'organisation des Capitals de Québec. D'ailleurs, c'est une destination prisée là, par les joueurs là, qui veulent poursuivre leur carrière professionnelle. Oui, exact. Et ça facilite d'ailleurs le travail de Patrick maintenant parce que là, c'est lui, oui, il en fait des appels, mais je vous dirais que le téléphone sonne pas mal pour venir jouer à Québec. Alors, bravo à l'organisation, Michel Laplante, le président, Charles Demers, le directeur général. Et donc, bravo à Patrick, 700 victoires. C'est bon de souligner ça parce que tu sais, Russell a fait rêver bien des joueurs au Québec parce que tu l'as dit, Alain, c'était possible comme joueur de position de percer. Puis là, on voit aujourd'hui avec les Charles Leblanc, les Abraham Taureau, les Édouard Julien. Tu sais, c'est le fun. Effectivement, les lanceurs, c'est un peu plus difficile. Il y en a, par contre, qui s'en viennent.
Mais aussi la possibilité d'être un entraîneur de baseball. Il y en a des possibilités et Patrick est en train de le démontrer de façon extraordinaire. Alors bravo à ces deux grands hommes de baseball. Bon, Marc, quelques petits dossiers sur lesquels on va s'attarder. Suspension d'un arbitre, Pat Hoberg, qui n'avait pas travaillé depuis le début de la saison sous le coup d'une enquête en raison de problèmes reliés au jeu gambling. Et Marc, on sait qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans. La NFL, si elle est devenue ce qu'elle est, c'est notamment en raison de l'intérêt suscité par les paris. Tu sais, écoute, ça fait 40 ans, Marc, qu'on parie, puis avec les écarts prévus. Donc, ça a contribué énormément à la popularité du football. Il y a de plus en plus d'argent. Des entreprises maintenant sont légales et investissent dans les ligues. Est-ce que c'est inévitable que ce genre de truc arrive? On sait qu'il y a des joueurs qui ont été sous enquête. Dans le baseball, dans le basket, il y en a qui ont été suspendus. Football aussi. Hockey, écoute, il y a eu quelques scandales dans les années passées avec des gros noms. Le baseball n'est pas immunisé là, contre ça. Ben, non seulement ça, mais Alain, ça prouve qu'évidemment l'argent fait foi de tout, là, parce qu'il y en a de l'argent dans ce milieu-là, puis là, ben, comme tu le dis, on est rendu partenaire. Là. C'est pas juste une commandite, on est partenaire partout, et que ce soit même les grands réseaux de télévision, les partenaires sont là. Donc, c'est là pour rester. Là, faut jouer la police après ça. C'était inévitable. C'est pour ça que les punitions, entre guillemets, si vous vous faites prendre, il faut qu'ils soient sévères parce qu'il faut éviter à tout prix là, ce genre de choses. Mais regarde, ça existe depuis Shoeless Joe Jackson. Et Marc, je dirais bien avant ça. Dès le début du baseball, là, je peux te dire que même il y a des témoignages de joueurs qui se sont fait tabasser parce qu'ils n'ont pas respecté ce qu'ils devaient faire sur le terrain, ou encore que l'équipe avait... sauf qu'un joueur peut bien essayer, mais c'est parce qu'il n'est pas tout seul. Là, puis, moi, je peux te dire qu'il y a certains exemples là, de coureurs sur les sentiers qui avaient la pédale douce parce qu'ils ne voulaient pas venir marquer en raison de paris, puis celui qui était en arrière avait plus qu'un coureur sur les sentiers, puis celui qui était derrière était sur le point de le rejoindre avec des mots pas trop doux. Si tu as besoin de marquer avant moi, en tout cas, bref, il n'y avait pas des mots doux à l'endroit de, je dirais, de joueurs à caractère douteux. Tu sais, puis tu sais, Alain, pour avoir connu des joueurs qui ont joué en Asie là, dans les années 90, c'est bon, je comprends qu'on était pris là-dedans aussi. Alors, c'est pour ça que on peut pas prendre à la légère, évidemment, quelqu'un qui se fait prendre, ben, pas qui se fait prendre, mais qu'on a des doutes. Et c'est de valeur parce que Hoberg est un des bons jeunes officiels. Je pense même il y a eu pratiquement une partie parfaite, lui, à un moment donné en série mondiale. Donc, c'est un des jeunes qui pouvait... tu sais, on voit là, la qualité des officiels, c'est pas toujours impressionnant. Mais je pense que le baseball agit au moins bien dans ce dossier-là, malgré le fait que... Tu sais, là, en ce moment, on fait bien des blagues, là, mais, tu sais, on a une nouvelle d'un joueur qui parie, mais cette nouvelle-là est commanditée par une compagnie qui nous offre, là, des paris sportifs. Alors, regarde, ça fait partie du sport, puis tu l'as dit, la NFL est là-dedans depuis longtemps, c'est comme inévitable. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, ben, il y a tellement d'argent. On sait que les contrats de télévision, c'est plus comme c'était. Alors, il faut aller trouver un moyen d'aller chercher des revenus différemment. Et comme j'ai dit, l'argent fait foi de tout. Donc, on se retrouve avec des dossiers de la sorte. Bon, ça sera probablement pas le dernier. Non, malheureusement. Oui. Écoute, Marc, en fin de semaine, c'était un beau week-end pour le baseball de façon générale. Les assistances en hausse. En fait, il y a énormément d'équipes là, qui se battent pour une place dans les séries. Dans la nationale, je regardais ce matin, puis il y a 2 matchs qui séparent 9 équipes qui se battent pour 2 places. Je pense que ça contribue là, justement à l'intérêt des amateurs envers le baseball. Oui, puis écoute, il y a beaucoup d'équipes qui ne jouent pas 500, mais qui sont encore dans la course. C'est ça que le baseball voulait créer, en fait, avec un petit peu plus d'équipes en série. C'est pas de se dire, bon, après un mois de saison, on pouvait déjà éliminer une dizaine d'équipes. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Alors là, au moins, il y a de l'espoir. Donc, s'il y a de l'espoir, on attire des gens. Mais, tu sais, c'est intéressant, Alain, parce que cette hausse, c'est quand même une hausse considérable. On n'avait pas vu ça là, depuis
2008, si je ne m'abuse. Et il y a eu des week-ends très payants, entre guillemets. Fin du mois d'avril, on a eu un record d'assistance aussi. On en vient actuellement au mois de juin. Il y a un beau message. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça se poursuit, c'est que je sais qu'à la télévision, les codes d'écoute, bon, c'est un peu plus vieillissant parce que les jeunes, souvent, bon, regardent pas un match au complet. Là, je parle pas juste du baseball, là, je parle de tous les sports. Mais ce qui est intéressant, Alain, au baseball, certes, c'est que la moyenne d'âge de l'assistance, quand même, tourne autour de 30 ans. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui se présentent dans les stades et ça, c'est très, très bon parce que, évidemment, si tu vas voir un match de baseball, tu apprécies ça, ben tu vas peut-être suivre ça un petit peu plus. Ça veut pas dire que tu vas regarder tous les matchs à la télé après, mais avec les réseaux sociaux puis les paquets de choses, tu vas quand même être un partisan de ce sport-là. Et ça, pour le baseball, on est extrêmement heureux de ce constat-là. Oui, et écoute, tu parles du mois d'avril, c'est pas parce que la température était propice aux activités extérieures. Marc, finalement, cette semaine, on a atteint les 700 quant au MPP global. On avait dit quand la chaleur n'était pas arrivée, c'était pour augmenter un petit peu. Bon, ça a pris du temps. Est-ce que tu penses qu'on va rattraper un petit peu le temps perdu? Moi, je pense pas qu'on va atteindre un chiffre impressionnant, Alain. Je regarde l'évolution des lanceurs. Je regarde... Tu sais, les lanceurs vont toujours être en avance des frappeurs. Les lanceurs lancent de plus en plus fort, trouvent toujours le moyen de faire bouger la balle. Puis là, c'est rendu fou. Là. On regarde avec les nouvelles données qu'on a. Il y a des balles qui bougent, là, Alain. C'est incroyable, que ce soit du haut vers le bas ou de côté. Puis évidemment, il faut se rappeler que maintenant, sur un personnel de 12, 13 lanceurs, il y en a peut-être un qui lance pas 95 000 à l'heure. Alors, les frappeurs sont rendus meilleurs que jamais, mais ne sont pas capables de suivre, Alain, la tendance ou l'amélioration que les lanceurs font, eux, de leur lancer. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que, tu sais, le frappeur, là... Tu sais, il peut développer... On parlait de Stephen Kwan tantôt. Alors, c'est bon de voir un gars qui est capable d'avoir une coordination meilleure de la sorte puis assez rapide pour frapper ces balles-là. Mais c'est tout ce qu'il peut faire, le frappeur. C'est d'améliorer ça, c'est d'être un petit peu plus vite à la balle. Et c'est pour ça que les vétérans, on a parlé de Springer un peu plus tôt, à un moment donné, si tu perds cette fraction de seconde-là, là, puis tu sais, la fraction de seconde, un élan de baseball, là, c'est ça de long. Ce que je veux dire, c'est que tes mains partent d'ici puis ils s'en vont à la balle. Là. C'est ça la différence. Donc, le plus vite tu es capable de faire poser ce geste-là, ben évidemment, plus de chances que tu vas avoir, évidemment, de frapper la balle. Si tu ralentis par l'âge ou par toutes sortes de raisons, c'est là qu'à un moment donné, tu n'es pas capable d'amener le baril à la balle. Et ça cause des problèmes. Donc, ce que je veux dire, c'est que la tendance, on l'a vu évidemment, la tendance que les lanceurs dominent, parce que pour eux, de faire bouger la balle, de la lancer aussi fort, ça va beaucoup plus vite que de tenter de trouver des moyens comme frappeur de mettre cette balle-là en jeu d'aplomb. Alors, c'est pour ça que, malheureusement, je ne pense pas que la MPP va aller rejoindre un 740, par exemple. Je pense que la MPP va rester autour de 700, peut-être monter à 710, mais je verrais pas, je vois pas pourquoi ça irait plus haut compte tenu de la qualité des lanceurs. Maintenant, si tout le monde tombe au combat, comme on voit présentement où il y a beaucoup de lanceurs sur la liste des joueurs blessés, mais tu sais, on rappelle un gars du 3A, puis le gars lance 98. Il lance peut-être pas de façon précise, mais il lance 98. Alors, on développe beaucoup de bras, puis même ceux qui viennent remplacer les joueurs établis ont déjà un répertoire fort impressionnant. Alors, les frappeurs sont nettement meilleurs qu'il y a 10-12 ans. J'ai même pas besoin de retourner à 20 ans. Là. Mais c'est difficile de suivre cette tendance. C'est difficile de frapper ces balles-là. C'est plus difficile que jamais. Puis la solution ne sera jamais de reculer le monticule. Ça je n'y crois pas. Est-ce que de l'abaisser... Bon, on pourrait en discuter éventuellement, mais c'est à peu près tout. Et j'ai bien aimé une suggestion que tu as déjà fait. Peut-être que c'est la balle qu'on devrait modifier. Oui. Mais encore là, j'ai évidemment soumis cette hypothèse. Je suis pas le seul à le penser. Mais attention aux effets pervers auxquels on songe pas, là, parce qu'il va y en avoir. Mais il faudrait réfléchir sérieusement si jamais on s'en va là, puis j'ai pas d'informations privilégiées. Mais si jamais c'est la direction qu'on voulait prendre, faut faire bien attention aux conséquences. Ouais, effectivement, parce que si la balle est un petit peu plus molle ou la balle tu sais, il y a des moyens de faire que la balle va moins bouger ou évidemment si on la rend plus dure, vous comprenez que ça c'est différent là, mais
il y a un effet, effectivement, sur les lanceurs, sur les blessures possibles et tout ça. Fait que c'est pas facile. C'est pour ça que je dis, ce sont des cycles, Alain. J'ai l'impression que les frappeurs vont rattraper à un moment donné le temps perdu parce que je me dis, à un moment donné, on lancera pas 110 000 à l'heure là, dans 10 ans. Je peux pas croire. Là. Oui. Écoute, quelqu'un m'avait déjà dit au cours d'une étude là, qu'un lanceur avec mécaniquement tout ce qu'il pouvait mettre sur la balle pouvait lancer. Il y a encore du jeu pas mal. Ça allait, je pense, jusqu'à 130 km/h, Marc. Mais c'est ça, c'est le seul lancer que le lanceur pourrait effectuer parce que tous les morceaux partiraient. Bon. Là. J'ose croire que ça va. Tu sais, les frappeurs, tu sais, je disais, moi, moi-même, je suis instructeur de frappeurs, puis on cherche des moyens, puis on trouve, puis tu sais, les joueurs sont plus dans leurs jambes, puis c'est correct, mais ça évolue juste un peu moins vite que ce que les lanceurs sont capables de faire. Ouais, moi, je pense que une des solutions, éventuellement, ça me surprend que ce ne soit pas encore adopté. C'est peut-être au sein de certaines équipes. Il y a une université notamment qui avait un simulateur, Marc, en 3 dimensions des lanceurs qu'on allait affronter. Donc, on savait déjà comment la balle sortait. On connaissait ses tendances. Les gars s'installaient au bâton, Marc, et on voyait le lanceur devant nous là, avec une résolution quand même intéressante. Je ne peux pas croire que le baseball majeur n'aura pas ces équipements-là. À travers ces tu as raison que ça améliorait beaucoup, mais je veux juste dire une chose. Même si je sais que c'est la balle rapide tombante qui s'en vient, là, je le sais, là. Mais une balle rapide tombante à 98, c'est pas garanti que je vais quand même mettre le baril dessus comme il faut pour faire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que même si tu dis aux frappeurs, on va vous dire ce qui s'en vient, et inévitablement, les moyens augmenteraient. Mais on passerait pas de... Tu parlais tantôt là, de 240 à 340. Là. On augmenterait ça, mais je suis même pas sûr qu'on ferait après 300. Globalement. Alors, ça vous donne une idée. Non, je pense pas. Non. Même en sachant ce qui s'en vient, là. Oui, effectivement. Bon, Marc, 3 matchs qu'on vous présente cette semaine. L'horaire des matchs télévisés à RDS, présenté par la Boutique des Fans. C'est votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection située à Hawkesbury. En plus de vous offrir des cartes Pokémon, Magic the Gathering et des figurines Funko Pop. On vous invite à consulter laboutiquedesfans.ca. 3 matchs ce lundi. Les Braves d'Atlanta vont accueillir les Tigers de Détroit. Quelques blessés là, qui sont accumulés chez les Braves, mais il y a quelques réveils aussi au bâton. Match présenté à 19h. En fait, les 3 matchs de la semaine sont à 19h. Mercredi, c'est peut-être le duel de la semaine ou la série de la semaine. Les Yankees de New York contre les Orioles de Baltimore. J'ai très hâte à ce match mercredi. Et dimanche, on verra les Mets de New York contre les Cubs de Chicago. Les Mets, en fin de semaine, qui ont balayé les Padres de San Diego, qui se sont replacés dans la course pour les séries. Donc, ce dimanche soir, encore une fois, RDS. En fait, tous les matchs présentés à RDS au cours de la fin de semaine. Sujet à changement, évidemment, dépendant des activités dans les autres sports. J'espère que ce balado vous a plu. On se souhaite une excellente semaine de baseball.